chère Marie, on n'a qu'une hâte, c'est de vous écouter, d'écouter celles et ceux qui ont accepté votre invitation. Exactement, de les écouter. Merci, merci Nicolas. Évidemment, c'est un plaisir, et je le dis en 2 secondes, de vous retrouver ici sur cette scène de Longchamp pour un sujet d'actualité, toujours sur le pouvoir. Hein, c'est la ligne directrice de ces 2 jours. Cette fois-ci entre le consommateur et le producteur, équation dans laquelle s'invitent également les distributeurs, mais aussi la publicité, le tout dans un monde où les mouvements de consommation responsables et éthiques conduisent les entreprises à adopter des pratiques plus durables. Qui a le pouvoir? C'est la question que nous nous posons ensemble, et merci à tous. Je ne vous représente pas, Nicolas l'a fait parfaitement. Nous sommes là pour en débattre. Je vais me tourner vers le fond de la scène, vers Maurice Lévy. En premier, Maurice Lévy, est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement les faiblesses et les forces de chacune des parties prenantes, hein, c'est-à-dire le consommateur et le producteur, dans ce qu'on appelle aujourd'hui sur cette scène une lutte de pouvoir? Merci. Je crois que, comme je suis publicitaire, je vais commencer par challenger le brief. Hein. Autrement, ça manquerait d'intérêt. On oublie que dans cette partie, il y a un 3e acteur extrêmement important, qui est le distributeur. Et il ne faut jamais oublier que le distributeur est le maître du lieu et que de ce fait, il est le maître du jeu. Et que si le produit ne se trouve pas dans un lieu de distribution, il n'existe pas. Donc, il faut tenir compte de ce premier point. D'autre part, je n'aime pas du tout l'idée de pouvoir et je n'aime pas du tout l'idée d'une confrontation entre le producteur et le consommateur. En réalité, le producteur est là pour servir le consommateur. Et le jour où le producteur ne le sert plus et ne lui apporte plus ce que le consommateur est en droit d'attendre, que ce soit sur la qualité du produit, sur l'innovation, les performances du produit, son prix, eh bien, progressivement, il le perdra. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais ça arrivera nécessairement parce qu'il y a un autre élément extrêmement important qui est la concurrence. Et quand un producteur n'apporte plus le service que l'on attend de lui, il y a un autre producteur qui va faire en sorte de le surpasser, et même s'il est beaucoup plus petit, il finira par le battre. Parce que le consommateur est complètement éduqué aujourd'hui, qu'il n'a aucun problème de compréhension. Il est même capable, au travers d'une campagne de publicité, de dire quelle est la stratégie du producteur ou du distributeur, et de comprendre très bien ce que sont les arguments marketing. On a donc affaire à un consommateur extrêmement éduqué. Donc, c'est beaucoup plus un dialogue permanent et un ajustement des positions progressives qu'un combat ou une confrontation. Et le consommateur est parfaitement juge de ce qui lui est présenté et capable d'arrêter une position. Maintenant, quelles sont les forces et les faiblesses? La force principale du producteur, c'est l'offre. Et sa capacité à innover, à mettre des produits en nombre suffisant sur le marché et à produire en masse conduit à un abaissement du prix de revient et à une proposition commerciale qui est tout à fait accessible et en tous les cas qui rejoint les capacités d'achat du consommateur. Quant au consommateur, son arme principale, c'est celle du choix. Et il ne faut pas se tromper, le consommateur choisit vraiment. Et ça, on le voit dans tous les domaines, et il n'y a pas, sauf quelques cas marginaux, où il y a une position tellement forte du producteur que le consommateur a peu de possibilités d'expression ou de choix, mais dans la plupart des cas, il sait exactement ce qu'il veut, il sait ce qu'il peut acheter, et il se laisse rarement dépasser
par les événements. Donc, c'est un dialogue permanent et équilibré dans lequel le pouvoir final, puisqu'on veut parler de pouvoir, est celui du consommateur et il est limité par son pouvoir d'achat. Alors, je rebondis sur ce que vous dites sur le consommateur qui a le choix. Hervé Navellou, est-ce qu'on peut considérer que le consommateur exerce un pouvoir réel quand il soutient des entreprises qui sont alignées sur ses valeurs? Vous parliez de valeurs. D'abord, je suis assez d'accord avec ce que dit Maurice. Et c'est vrai que si on met la focale sur le consommateur, son pouvoir, c'est effectivement le choix. Sachant que ce qui a quand même changé, c'est le fait que ce consommateur aujourd'hui, il est bombardé d'offres, il est ultra connecté, il est très averti et il est du coup devenu aussi plus exigeant et même plus militant. Ce qu'il recherche, c'est évidemment la qualité. Je suis d'accord aussi avec ce que dit Maurice Lévy, c'est qu'il se fait rarement berner. Il recherche la qualité, le juste prix et il veut aussi plus en savoir aujourd'hui sur les engagements du producteur, sur les valeurs que porte ce producteur, sur la transparence des marques qu'il achète, sur leur chaîne de valeur, sur l'éthique aussi de ces marques. Ça, c'est clairement une tendance assez forte et assez nouvelle et qu'on voit un peu partout. Et ce qui est certain, c'est que l'essor du numérique a complètement modifié la donne. Ça a profondément bouleversé le rapport ou la relation du consommateur aux marques. Et Internet a donné une voix au consommateur absolument colossale qui lui permet de comparer, de s'informer à tout moment et même de partager son avis à grande échelle immédiatement avec ses communautés. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment profondément nouveau et différent. Et on peut même dire que les réseaux sociaux, parfois, sont devenus des espèces de tribunaux où les marques peuvent être encensées, parfois, ou boycottées aussi facilement. Oui, le non-achat étant l'acte de pouvoir ultime, finalement. Avec tous les excès, évidemment, que ça comporte. Mais face à ce consommateur, en tout cas éclairé, engagé, vigilant, augmenté, c'est un consommateur augmenté, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois aujourd'hui, ou un consommateur, je pense que les marques et les producteurs, en tout cas, doivent repenser un peu leur manière de faire, ou en tout cas doivent évoluer. Toujours plus de qualité, c'est ce que, encore une fois, nous cherchons tous. Plus de sincérité aussi, un vrai discours, pas trop marketé, la vérité, la sincérité. Plus de transparence, toujours de l'écoute. Là aussi, on est dans un monde où les attentes, les tendances bougent énormément. Et donc, l'écoute et la proximité avec ces communautés est très important. Et quand même, on le voit aussi très clairement, une demande aussi d'engagement, de responsabilité sociétale, d'éthique, d'engagement aussi en matière de politique de durabilité très, très important. Donc voilà, de ce point de vue-là quand même, on voit bien que la relation a changé, que l'exigence n'est plus la même et que pour les marques en tout cas, ça amène effectivement à développer des politiques beaucoup plus exigeantes et globales. Alors, Emmanuel Combe, on reste avec notre consommateur. Est-ce qu'il n'y a quand même pas chez lui une part de paradoxe ? Il est plus exigeant, il veut du durable, il veut du green, et en même temps, il ne change pas complètement aujourd'hui ses comportements. Bref, il est tiraillé entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous nous racontez là-dessus ? Oui, vous avez raison. En fait, il y a un paradoxe du consommateur. Il y a ce qu'il dit vouloir faire. Amusez-vous à regarder les sondages. Je suis sûr que si je vous pose la question d'ailleurs, voulez-vous du green ? Êtes-vous pour le green ? Je crois que 83% des jeunes, en tout cas, répondent oui, en termes de consommation. Et quand vous regardez ensuite le comportement réel, tel qu'il ressort des statistiques, la réalité est quand même beaucoup moins rose. Alors, comment expliquer le paradoxe ? Il y a plusieurs explications, comme toujours. Le réel est complexe. D'abord, il y a une explication conjoncturelle. Qu'on le veuille ou non, les Français ont un ressenti, je dis bien un ressenti, car le pouvoir d'achat a augmenté en France en 2023 et en 2024, mais il y a un ressenti de baisse du pouvoir d'achat. Et vous savez, quand vous avez cette contrainte, fût-elle subjective, de pouvoir d'achat, entre le green, le vert et le prix, c'est toujours le prix qui gagne à la fin. En d'autres termes, ne sous-estimons pas cette contrainte véritable ou perçue de pouvoir d'achat qui est une limitation à passer à l'acte. Il y a un deuxième facteur, c'est les doutes. Le doute du consommateur sur la crédibilité des annonces. J'aime bien cet exemple. La Commission européenne a rendu un rapport en 2023 sur les labels. Elle dénombrait 230 labels de durabilité. Trop d'infos,
tue l'info. Ce qui pose un véritable problème de crédibilité. Vous me dites que vous êtes green, vous me dites que vous êtes vert, mais qu'est-ce que vous mettez derrière le vert? Et donc il y a toujours cette suspicion, légitime ou pas, mais elle existe, cette suspicion sur est-ce vraiment un produit durable. Il y a un troisième facteur, ce sont les fameux biais que nous connaissons tous, et que nous partageons tous, les fameux biais psychologiques. Le green, on parle d'un horizon temporel quand même très lointain. Les deux dates qu'on nous donne à longueur de journée, c'est 2035 et 2050, la fin du monde. Le consommateur vous dit, moi j'ai le problème de la fin du mois. Donc vous avez aussi ce problème de biais psychologique, une injonction un peu contradictoire, il faut être vertueux pour l'avenir, mais j'ai des problèmes au quotidien. Vous avez aussi le fameux biais de responsabilité. Et pourquoi moi je changerais alors que je vois autour de moi les autres qui ne changent pas? Vous avez aussi le biais de pessimisme. On l'entend ça, mais de toute façon, il est trop tard, pourquoi devrais-je me priver? Et j'ajouterais même une quatrième explication. Peut-être, quand on regarde les sondages, certains consommateurs vous disent en réalité l'injonction du green, l'injonction à consommer vert, ils la vivent, en particulier pour ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, ils la vivent comme une injonction un peu de classe. Vous me demandez de consommer green, mais c'est déjà tellement difficile de terminer la fin du mois. Et donc au fond, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est plutôt des consommateurs qui ont des engagements très sélectifs. Ils vont être green quand ça les arrange, notamment parce que ça concerne le plus précieux, c'est-à-dire les enfants et la santé, ce qui ne les empêche pas à côté de finalement assez peu changer de comportement. Donc moi j'insiste beaucoup là-dessus, attention entre le décalage vraiment sur la consommation responsable, entre le discours des consommateurs et quand on regarde les statistiques, en réalité c'est beaucoup plus nuancé. Alors Jean-François Loiseau, comment explique-t-on et comment gère-t-on quand on est une entreprise de l'agroalimentaire, puisque vous représentez l'agroalimentaire, comment on gère ce paradoxe entre le vouloir et le pouvoir du consommateur? Finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une position un peu ambivalente? Bonjour à tous. Bon, comme l'a dit Monsieur Lévy, en fait, il a un peu tout résumé. Il y a une injonction et vous en parlez à l'instant. Le consommateur, il a beaucoup de choix aujourd'hui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il peut arbitrer, mais finalement, il regarde quand même le prix parce que c'est ce qui conduit un peu la personne qui fait ses courses à regarder le prix d'un caddie, d'une marchandise en général. Et même s'il y a eu énormément de développement de filières de décarbonation verte, vous l'avez dit à l'instant. Donc pour une entreprise, ce qui est très compliqué, parce que l'entreprise, elle vit dans un monde concurrentiel, elle vit dans un monde, et particulièrement en France, très administré. Le président du MEDEF l'a dit tout à l'heure, mais s'agissant par exemple de la réglementation dans l'agroalimentaire, les contraintes sont extrêmement importantes, et c'est normal parce que l'alimentation, c'est absolument fondamental, c'est prioritaire, mais nous sommes dans un monde concurrentiel, dans un monde international, et donc les entreprises françaises, elles sont au quotidien en concurrence avec des entreprises européennes et aussi au-delà de l'Europe. Donc elles doivent juguler avec une réglementation, une administration, si je puis dire, assez forte, avec des demandes consommateurs justement de plus en plus green. Et pourtant, le panier de la ménagère, c'est plutôt des prix bas, ça a été dit. Et puis, dans un environnement où la relation à la fois avec l'amont, le monde agricole et la grande distribution doit complètement s'améliorer. Je dirais, il faut qu'il y ait un peu d'équité dans ce monde-là. Les entreprises, moi, que je représente, il y a 20 000 entreprises. Vous en avez 19 500 ou 800, ce sont de toutes petites entreprises. Il y a quelques salariés. Et donc, ces entreprises-là, c'est pas la peine de leur parler sans arrêt, d'innover toujours, d'être en capacité à répondre à tous les consommateurs sur tous les sujets. Elles ne le peuvent pas parce qu'il y a des sujets de compétitivité. L'entreprise, elle a des charges, elle a de la logistique, elle a de l'énergie. Donc, c'est évidemment compliqué. C'est pour ça qu'il faut une responsabilité collective, les consommateurs, parce qu'ils doivent prendre part aussi à l'effort, je dirais, de guerre si on veut passer au vert. Et puis, il y a aussi l'État qui doit accompagner ces entreprises. Alors, justement, Bertil Toledano, je me tourne vers vous. Quand on a après discuté en amont de cette table ronde, vous m'avez dit aussi le pouvoir du consommateur est grandissant. Mais vous m'avez précisé, il l'est avec le soutien
des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État a un rôle dans ce pouvoir grandissant du consommateur. Moi, j'aimerais vous entendre un peu précisément là-dessus. En fait, quand on impose en 2017 le Nutri-Score, vous donnez un pouvoir aux consommateurs d'information, de repères. Donc, quand vous avez une masse d'informations, il vous faut des repères un peu pour savoir vous guider. Et finalement, l'État, il a ce pouvoir-là. Quand il fait une loi anti-shrinkflation, il donne un pouvoir aussi. C'est celui de regarder, finalement, si la quantité du produit correspond, si on vous a vendu ce qu'on devait vous vendre. Donc le premier pouvoir du consommateur, qui est très puissant et qui est de plus en plus puissant, c'est le pouvoir de faire un choix éclairé. Et celui-là, l'État peut aider. Il y a un deuxième pouvoir qui est celui de la sobriété. Alors celui-là, on a longtemps rigolé, puis maintenant le deuxième marché, ça fait 128 milliards dans le monde. Quand vous regardez Back Market, quand vous regardez les DNVV, en fait, c'est un marché colossal, le marché. Donc c'est finalement le pouvoir d'acheter un truc qu'on n'a pas fait produire, qui a été produit avant. C'est intéressant aussi parce que toutes ces règles-là, tous ces nouveaux marchés qui émergent, ils viennent d'un pouvoir que le consommateur a récupéré quand même. Et le pouvoir de coproduire. Il y a sans doute, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont 20 ans, mais il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui ont 20 ans. Donc je vais passer par là. Quand vous avez des enfants qui ont 20 ans, ils commandent des trucs sur Internet qui sont produits à la demande. Qui sont produits parce qu'ils ont déjà été achetés. Donc vous produisez en moins grande quantité, etc. Donc on voit bien que les systèmes sont en train de changer et beaucoup d'ailleurs sous l'impact de nouveaux modes de distribution, de nouveaux systèmes d'information. Après, il ne faut pas se tromper, le pouvoir du consommateur, il est quand même limité énormément par son porte-monnaie. Moi, on parlait de distribution au début, Maurice Lévy parlait de distribution. C'est important de se dire que chez des grands distributeurs, moi j'accompagne Leclerc depuis des années, je peux vous dire que chez des grands distributeurs, le 21 du mois, en ce moment, on ne vend plus de protéines animales. Donc ça, c'est super concret. Quand vous vendez plus de protéines animales, ça veut dire qu'il y a un problème quand même de pouvoir d'achat des gens. Donc je pense que voilà, il y a un vrai pouvoir qui est celui de l'information, de l'intelligence, etc. Puis après, il y a les limites du pouvoir qui est celui de vos moyens. Fabien Roussel, jusqu'à quel point le politique, l'État de manière générale, peut-il ou doit-il avoir un pouvoir dans le marché, s'insérer dans cette relation entre le producteur et le consommateur, les lois, les réglementations, les injonctions? Est-ce que ça peut fonctionner? Bonjour, merci pour votre invitation au MEDEF. Et pour le secrétaire national du Parti communiste français, c'est un grand honneur, sincère. Et nous avons toujours été respectueux de toutes celles et ceux qui participent à la construction du pays, de la nation, et les chefs d'entreprise y participent. Qui a le pouvoir? Vous avez le nez creux en posant cette question. Qui a le pouvoir? Peut-être qu'on va le savoir, là, bientôt. Il paraît que le président de la République va s'exprimer. Mais déjà, rien que cette question, dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui en France, elle est importante parce que vous voyez bien qu'après 2 séquences électorales importantes, nous ne savons toujours pas à quelle sauce nous allons être mangés, ou par les méchants rouges qui ont le couteau entre les dents et qui mangent encore des enfants, ou par les mêmes qui dirigent la France depuis 7 ans. Et ça pose beaucoup de questions pour vous toutes et tous, que vous soyez producteurs, que vous soyez consommateurs, chefs d'entreprise, salariés, maires, élus locaux. Est-ce que nous allons avoir des baisses de factures d'énergie? Est-ce qu'il va y avoir des hausses de salaire? Est-ce qu'il va y avoir des investissements dans le logement, la rénovation énergétique, etc., etc. Pour l'instant, rien. Et l'incertitude, c'est pas bon. Quand on ne sait pas où on va pour un pays, c'est pas bon du tout. Que ce soit pour les gens, les Français, comme pour les chefs d'entreprise qui me le disent bien souvent. Vous avez besoin d'avoir de la lisibilité, vous avez besoin de savoir où vous allez, comment vous y allez,
Et pour l'instant, c'est le grand saut dans l'inconnu. Ça, c'est inquiétant. Producteurs ou consommateurs? Moi, je dirais tous citoyens. Tous citoyens. Mais on n'a pas les mêmes responsabilités, les mêmes pouvoirs, les mêmes moyens d'intervenir. Dans la société, dans ce que l'on consomme, on n'a pas les mêmes moyens. C'est pas pareil pour un chef d'une petite entreprise, une PME locale, une TPE, que pour un grand groupe. C'est pas pareil pour un consommateur de classe aisée ou un consommateur d'une catégorie populaire et qui est très limité dans son budget, qui a du mal à boucler les fins de mois et qui n'a pas beaucoup le choix dans ce qu'il va consommer. Tout dépend de la société dans laquelle nous voulons vivre. Quel est notre projet de société à nous tous et à nous toutes? Producteurs, consommateurs, salariés, chefs d'entreprise? Voilà. Est-ce qu'on est voué à vivre dans une société où les mots que j'entends, c'est concurrence, guerre de pouvoir, confrontation, c'est des mots durs. Moi, j'aimerais entendre dialogue, travail ensemble, vivre ensemble et projet commun. Et on a tellement de défis à relever. Dans quelle société nous voulons vivre? Moi, j'ai envie de vivre dans une France où on arrive à conjuguer bonheur, plaisir, avenir, écologie, climat, réussite, voilà. Et je pense que pour construire cette société-là, il faut avoir cette exigence à porter en commun, ensemble. Je pense qu'il faut mettre le travail au cœur de la société. Le travail. Je suis un ardent défenseur du travail. Un travail qui rémunère, un travail qui permet à chacun de se sentir épanoui au travail. Un travail où on se dit que l'on va au travail le cœur léger, sans des pieds de plomb, parce qu'on va se trouver à sa place, parce qu'on sait qu'en rentrant à la maison, on va être fier du travail accompli, parce qu'avec ce travail-là, on va pouvoir se payer des congés payés, un bon resto, une sortie au cinéma, des vacances avec les enfants. Je rêve de cette société qui met le travail au cœur de son projet et qui arrive définitivement à éradiquer la pauvreté, le chômage, le RSA et tout ce qui concourt à ce que notre société s'appauvrisse et fait qu'une partie de nos concitoyens ne peuvent plus être des citoyens parce qu'ils n'ont plus les moyens d'agir, parce qu'ils n'agissent pas dans la société, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour vivre et ils ne sont pas producteurs et de bien modestes consommateurs. Et c'est pour ça que cette société, je rêve de la transformer. Merci. Merci pour cette réponse bien plus intéressante que ma question. Mais si, j'ai répondu à la question. Il nous faut un projet commun et bien sûr, il nous faut des règles communes et de l'État et un État qui arrive à mettre tout le monde autour de la table en direction de ce projet commun. Et voilà, il nous faut les deux. Donc je vais reprendre un petit peu le fil du débat, peut-être de manière un peu plus bassement terre à terre. Maurice Lévy, je reviens sur la publicité qu'on a évoquée en début de discussion. Elle a aussi un rôle dans l'équation, hein, le consommateur, la publicité. On l'a dit, il s'informe beaucoup plus, mais elle est toujours là, la publicité, notamment pour séduire, voire faire acheter des choses inutiles, trop chères. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore, dans ce monde dans lequel le consommateur s'informe, masquer les faiblesses d'un produit? C'est peut-être votre métier. Masquer le fait qu'un prix est trop cher, c'est peut-être aussi votre métier. Ça commence mal. Hein. Je suis contente que ce soit toi qui réponde. Est-ce qu'aujourd'hui, comme ça a pu l'être... Non, mais moi je trouve qu'elle pose de très bonnes questions. Et il se trouve qu'elle n'a pas les bonnes réponses. Mais on va les lui donner. Oui, je suis d'accord. On va les lui donner. Avant cela, je voudrais dire un mot à Fabien Roussel. Je voudrais le remercier de reprendre quelques-uns des propos que j'ai tenus en début, puisque j'ai précisé que j'étais contre la confrontation, etc. Donc vous voyez qu'on peut s'entendre, et j'en suis extrêmement heureux. La période électorale est un peu terminée, mais je suis très content d'entendre que vous mettez la valeur travail au cœur de votre projet. Donc c'est une chose à laquelle nous, chefs d'entreprise, nous tenons énormément, et nous
non à valoriser le travail, à ce que les gens se sentent heureux dans l'entreprise et qu'ils aient le sentiment de faire quelque chose d'utile pour non seulement l'entreprise, mais la société, et d'être récompensés en retour. Donc nous avons là-dessus au moins le même projet. En ce qui concerne maintenant la publicité, il y a plusieurs choses qu'il faudrait préciser. Premièrement, elle est indispensable, y compris aux consommateurs, puisque le consommateur, à 85%, selon les sondages, considère que la communication est absolument indispensable pour l'aider à faire des choix. Et donc, la publicité joue un rôle extrêmement important pour faire connaître un produit, pour faire connaître ses qualités, et parfois, c'est vrai, pour vendre des choses à des cibles plutôt réduites et non pas au plus grand public. Et la publicité est extrêmement exigeante. Et la publicité, quand elle s'exprime bien, elle donne le portrait du produit le plus juste, mais de la manière la plus valorisante qui soit. Notre boulot, c'est de dire, ce produit a des qualités, voilà ses qualités, et de le faire d'une manière qui soit un peu sympathique, un peu drôle, un peu amusante, un peu émotionnelle, un peu esthétique. Bref, on choisit le registre selon lequel on va s'exprimer et on va essayer de valoriser le produit. Quand, et ça arrive, un produit est en retard, il est vrai que la publicité joue un rôle pour faire attendre la nouvelle génération. C'est le cas des voitures, par exemple. Quand une voiture arrive au terme de son cycle, il faut, avant qu'il y ait la nouvelle version, vendre les voitures qui sont produites. Et dans ce cas, il y a des offres commerciales. Et tout d'un coup, ce produit qui est moins attractif qu'il le fut, tout d'un coup devient intéressant parce que le constructeur a baissé le prix, il l'a rendu attractif sur ce plan-là. Maintenant, il y a un point qui a été abordé tout à l'heure et qui est extrêmement juste, c'est la sincérité. Il faut savoir que la communication, quel que soit l'angle qu'elle utilise pour séduire, convaincre ou développer une idée, reste le plus souvent profondément sincère, parce qu'il n'y a rien de pire que de mentir à un consommateur. Ça ne pardonne pas. Et quand il y a une exagération ou quand il y a un propos qui va au-delà de la réalité, vous pouvez être sûr que le consommateur ne pardonne pas. Et il n'est pas le seul. Il y a des associations de consommateurs, il y a des réseaux sociaux. On n'est plus dans un monde où tout d'un coup il y avait une grande entreprise qui, avec un porte-voix, envoyer un message en pensant que les gens étaient des abrutis. Si ce monde a existé, je ne l'ai pas connu personnellement, mais il est vrai que je suis trop jeune pour avoir connu ce monde-là. Si ce monde a existé, il n'existe plus depuis bien longtemps et il y a un pouvoir extraordinaire qui a été donné, que ce soit au travers d'associations ou que ce soit au travers des réseaux sociaux. Enfin, il y a un autre point que je voudrais aborder. Et c'est un point extrêmement sensible, en particulier dans les moments que nous vivons et le fait que nous avons un sujet majeur qui est le changement climatique. Il faut savoir que le consommateur a très envie d'être citoyen. Mais en réalité, il y a une énorme différence entre la posture et le comportement. En fait, ils sont grosso modo 95% à vouloir être dans un monde de green, ils sont 13% à exercer leur pouvoir d'achat dans ce monde de green. Pourquoi ? Ce n'est pas uniquement une question de pouvoir d'achat. Parce que si c'était uniquement une question de pouvoir d'achat, les gens rouleraient plutôt en Renault qu'en Volkswagen, ils rouleraient uniquement avec des voitures françaises, etc., etc. Il y a aussi, tout simplement, la volonté de vivre selon ses choix.
Et même quand on les confronte à leurs problèmes, le plus souvent, ils réagissent plutôt négativement parce qu'ils considèrent que toutes ces injonctions sont des injonctions de bobos qui veulent leur indiquer comment vivre. Et ils ne supportent pas l'idée qu'on puisse leur imposer des choix. Et d'une manière paradoxale, alors qu'ils sont parfaitement conscients de la nécessité d'être aussi près que possible du green, en même temps, ils ont un comportement qui est assez éloigné. Donc il faut se méfier des exigences que l'on peut avoir, et c'est là où la publicité peut jouer un rôle important. Il faut plutôt séduire et convaincre par une argumentation dans laquelle il y a de l'affectif et il y a de l'émotion, plutôt que par des injonctions qui sont en train d'essayer de faire peser sur les gens un risque et de les culpabiliser. Le dernier point, et j'en ai terminé, la voiture la plus vendue au monde, elle est américano-chinoise, c'est un modèle de Tesla à 1 230 000 exemplaires l'année dernière, ce modèle-là. Et c'est un modèle qui est 100% électrique, etc. Il est devenu accessible. Et lorsque il y a le volume, il peut y avoir la baisse des prix. C'est une chose qui est une leçon d'économie de base. Il ne peut pas y avoir de prix accessible lorsqu'on est sur des petits volumes. Et c'est là où nous avons intérêt à donner à nos entreprises les moyens de se développer et de faire en sorte qu'ils puissent produire en masse. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de nous décrire. Pour que ce soit moins cher, il faut qu'il y ait du volume, parce que le consommateur veut du green. Mais aujourd'hui, ça n'est pas possible et ce n'est pas le cas partout. Et Jean-François Loiseau, vous connaissez bien ce problème. Comment on fait comprendre aux consommateurs aujourd'hui, dans les périodes à fort enjeu de pouvoir d'achat qu'on connaît quand même depuis plusieurs années maintenant, comment on fait comprendre aux consommateurs qu'il faut qu'il absorbe encore une partie de ce coût et comment on rend ça acceptable? Alors, il y a un vrai sujet d'éducation, c'est-à-dire de connaissance, comment une entreprise travaille, quels sont ses coûts et comment est-ce qu'elle vend un produit, comme ça vient d'être évoqué, sur le marché. Dans le domaine de l'alimentaire, nous savons que depuis 15 ans, il y a eu, au titre du pouvoir d'achat, une baisse forte dans les entreprises, quelle que soit leur taille, de leur rentabilité sur l'autel du pouvoir d'achat. Pour les consommateurs en général, c'est en théorie une très bonne chose. En pratique, cela a quand même, et excusez-moi, même si moi aussi j'aimerais qu'on soit dans un monde un peu parfait, cela a quand même détruit énormément de valeur dans les entreprises. Or, les entreprises, c'est l'emploi. Dans l'agroalimentaire, il y a 500 000 emplois. Donc si vous pesez sans arrêt sur une entreprise, et quelle que soit sa taille, au titre du pouvoir d'achat, et ça peut se comprendre en théorie, évidemment, de facto, vous pesez sur la rentabilité de l'entreprise, qui n'innove pas, qui a du mal à faire de la transition, qui ne va pas à l'international, et Dieu sait si c'est extrêmement important d'aller chercher de la valeur internationale, et qui finalement ne propose pas à ses collaborateurs un vrai projet d'entreprise, qui n'embarque pas les collaborateurs. Le meilleur collaborateur, c'est un collaborateur qui reste dans l'entreprise parce qu'il l'aime, parce qu'il y a du sens, il y a une vraie réalité. Et effectivement, les consommateurs, et après je me tourne vers M. Roussel, parce que l'entreprise ne doit pas régler tous les sujets sociaux, c'est à l'État aussi de prendre ses responsabilités. L'État pèse déjà de trop sur l'entreprise, qu'il prenne ses responsabilités. L'État peut accompagner à ce moment-là telle ou telle catégorie socio-professionnelle, mais l'entreprise ne peut pas seule assumer, je dirais, ce sujet de transition à ses frais, d'innovation. Donc le consommateur, de toute façon, il y a un principe de responsabilité. Il doit aussi être
responsable. D'une manière générale, les prix alimentaires ont énormément baissé, et ça, le travail a été fait par l'industrie, par la distribution depuis très longtemps. Un paquet de pâtes aujourd'hui, c'est franchement extrêmement accessible. Une baguette de pain, un poulet, que je sache. Ce qui nous a fait perdre de la valeur, c'est un petit peu dit tout à l'heure, ce sont toutes ces filières, toutes ces marques où le consommateur ne s'y est pas du tout retrouvé. Donc peut-être plus de simplicité, mais un vrai partage de la responsabilité si nous voulons toujours avoir de la qualité et de la transition environnementale. Hervé Navellou, les entreprises, elles ont un rôle dans l'éducation du consommateur, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-François Loiseau. Oui, je pense que, en tout cas, les marques qui font de la communication et de la publicité, elles ont un rôle. Pour moi, la communication, elle est utile, je le dis, parce qu'on est dans une époque où parfois j'entends dire que trop de publicité, c'est pas bien, etc. Je pense que la publicité a un rôle très important en matière de sensibilisation, de promotion de nouveaux comportements, de nouveaux usages, de diffusion de bonnes pratiques, de célébration même de belles valeurs. Moi, j'ai regardé les écrans de publicité pendant les JO. Il y avait des pubs magnifiques, super sympas, positives, qui créaient un good mood. Donc, je trouve que lorsque c'est bien fait, et Maurice Lévy le rappelait, c'est vrai qu'il faut rendre désirable aussi les nouveaux comportements, les nouveaux usages. C'est aussi le challenge créatif qu'on peut avoir parfois, nous, marques, avec les agences de publicité, mais c'est un beau challenge. Donc oui, la pub est utile, oui, la pub contribue à faire bouger les choses. Et j'ai quelques exemples, je trouve intéressants. Je pense, par exemple, Renault, quand ils font la pub d'une voiture aujourd'hui, ils promeuvent aussi la mobilité douce. La SNCF, avec son film Hexagonal, essaie la diversité de la société française. Si je prends l'exemple de L'Oréal, que je connais bien, l'empowerment des femmes, c'est aussi un sujet qu'on promeut de façon importante. Et je représente ici aussi l'Union des marques. On est très attaché à l'Union des marques. Donc c'est l'Union des annonceurs en France. Il y a plus de 3000 marques quand même, tout secteur. Très attaché là aussi, à travers le programme FAIR, à mettre en évidence les bonnes postures, en tout cas à promouvoir les engagements des marques en matière de communication responsable, l'éco-conception des campagnes et promouvoir aussi des comportements vertueux. Là où je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas d'injonction et de brutalité, mais c'est un long travail et c'est très utile. Alors, très nécessaire. On a effectivement beaucoup parlé du pouvoir de consommateur. Là, on revient un peu vers le pouvoir du producteur. Et Bertie Toledano, je me tourne vers vous parce qu'il a aussi un pouvoir considérable. C'est quand même lui qui fait une proposition de produit, qui propose les innovations. Une large partie des besoins du consommateur est suscitée par les producteurs, les données personnelles et l'intelligence artificielle l'y aident. D'ailleurs, la publicité aussi, finalement, on peut rééquilibrer le pouvoir du producteur face au consommateur. Ouais, je pense que pas comme il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de confrontation. Non, mais ce qui est intéressant quand on parle du producteur et quand on parle, c'est qu'on parle d'un projet ou on parle d'une vision. En fait, c'est drôle, ça rejoint ce que vous étiez en train de raconter. En fait, une grande marque et un grand producteur, c'est une grande vision des choses. C'est une grande proposition. Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Qu'est-ce que vous avez à leur dire et qu'est-ce que vous avez à leur proposer? Quand on pose cette question-là, finalement, il se pose aussi la question du leadership dans ce pays. Je vais pas être dur, mais qui a compris quel a été le projet des uns et des autres ces derniers temps sur les dernières élections? Moi, j'interroge plein de Français à longueur de journée. Je peux vous dire que pour eux, c'est pas hyper clair quand même, les projets. Un projet, c'est pas juste des réformes, c'est pas juste des produits. Si je prends l'exemple des producteurs, c'est pas juste des produits. C'est une vision des choses, c'est une vision de ce que vous avez à apporter, etc. Et nous, on est là pour organiser cette rencontre sur une vision. Je vais être plus précis. Je vais vous donner 2 exemples. On n'arrête pas de parler de la nécessité d'électrifier la France. Moi, j'ai un grand client qui s'appelle EDF. Électrifier la France, c'est un vrai sujet. Quand vous parlez aux gens, ils vous disent « non mais moi j'ai déjà l'électricité, je n'ai pas de problème en fait, je ne sais pas de quoi vous me parlez sur électrifier la France, moi j'arrive chez moi, je pousse le bouton, ça marche, j'ai plein de trucs électriques partout, etc. » Dites « ok ». Dites « en fait, pour vous, aujourd'hui, l'énergie... entre carbone fossile et électricité, c'est quoi la répartition?
Les Français, hein, ils vous répondent « Ah bah pour moi, on est 1/3 carbone fossile et 2/3 électricité ». Donc en fait, ils sont là où on devrait arriver dans 30 ans si on bossait convenablement. C'est-à-dire qu'ils sont très très loin. Donc notre métier à nous, publicitaires derrière, ou communicants, c'est de partir de là où les gens en sont pour leur faire un petit bout de chemin avec nous et arriver à partager une vision commune. C'est là où notre métier, la communication, c'est communier, c'est mettre en commun. En ce moment, honnêtement, ça manque. Parce que partir de là où les gens en sont en ce moment pour arriver à trouver finalement une vision commune, un petit bout de truc où on est d'accord en commun pour faire quelque chose, c'est hyper important. Donc le grand pouvoir du producteur, c'est déjà de proposer cette vision. Quand on propose une grande vision, après, les gens viennent. Vous dites, voilà ce que je suis, suivez-moi, ça peut être charismatique, il peut y avoir des choses qui se passent tout d'un coup autour de vous. Quand en 1984, Apple dit on fait Apple pour que 1984 ne ressemble jamais à 1984, je peux vous dire qu'il y a un paquet de monde manifestement qui a suivi. Alors après, quelques années plus tard, c'est eux qui finissent par faire 1984. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive qui s'appelle Fortnite, qui s'appelle les jeux vidéo, et qui leur dit, bah non, en fait, c'est vous qui êtes devenus 1984, c'est vous qui nous empêchez de sortir, c'est vous qui reniez nos marges, c'est vous qui nous prenez tout l'argent. Il faut changer ça. C'est intéressant parce que c'est des combats de vision et des combats de leadership. Donc moi, je dis, en fait, le vrai pouvoir, c'est celui de faire, c'est celui de proposer quelque chose. Alors, Emmanuel Combes, avec votre œil d'économiste, votre regard d'économiste, et avec ce qu'on vient d'entendre, comment rendre le consommateur cohérent avec ses attentes et avec les contraintes du marché, c'est-à-dire faire cette grande cohésion dont tout le monde parle et qui est appelée de ses voeux sur cette table ronde? En fait, pas facile comme question. Oui, le consommateur, si on synthétise un peu tout ce qu'on a dit, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire, c'est la définition même de l'économie de marché, hein, si on soit dit au passage. Hein. En économie de marché, c'est le consommateur qui a le pouvoir de choisir, d'acheter, de ne pas acheter, et de voter avec son porte-monnaie, voire même de voter avec ses pieds. Je ne suis pas content, je vais voir ailleurs. C'est toute la différence avec une économie socialiste ou administrée où c'est le producteur qui, souvent en monopole, impose ses choix. Donc en théorie, on pourrait se dire, mais au fond, la réponse à la conférence est assez simple. Qui a le pouvoir par nature en économie de marché? Celui qui a le fin mot, c'est nécessairement le consommateur. Ça, c'est la théorie. Comme on l'a vu, c'est un petit peu plus compliqué en pratique pour plusieurs raisons. Hein. La première raison, c'est que j'entends tout ce qui a été dit sur le fait qu'il est très informé, qu'il passe des heures sur Internet à comparer. Attention, je le répète, trop d'informations parfois tue l'information. Ce n'est pas parce que j'ai de l'information qu'elle est fiable. Toute information n'est pas fiable. Je reprends cet exemple assez intéressant de la Commission européenne. 230 labels de durabilité, dont 50% ont des allégations douteuses. Donc premièrement, attention, le consommateur, pour avoir le pouvoir, il faut avoir les armes du pouvoir. La première arme du pouvoir, ça s'appelle l'information. Donc moi, si j'avais un mot à retenir, c'est le consommateur, si on veut vraiment lui donner le pouvoir, ce qu'il mérite, il faut plus de transparence. La transparence dans la proposition de valeur, dire ce que l'on fait, et ne pas dire ce que l'on ne fait pas. Transparence également sur les prix, on pourra en parler longuement. Moi, j'avais eu l'occasion de faire des propositions, je crois, assez audacieuses là-dessus. Je vous la donne. Hein. Vous rendez obligatoire l'affichage dans la grande distribution des prix sur Internet. Je n'ai pas dit vente sur Internet. Ça a été fait par un pays, ça a un effet assez radical. Le consommateur a du mal à comparer les prix, parce que ça prend du temps. Tout ça est coûteux. Hein. Qui dans cette salle, qui est dans cet auditoire, le samedi matin, se dit je vais aller dans mon premier supermarché, puis ensuite je vais aller dans un second supermarché, puis un troisième supermarché, je vais m'amuser à comparer les prix, et puis une fois que j'aurai tout comparé, j'achèterai là où c'est le plus efficace. En réalité, il y a un problème de transparence. Donc si vous voulez redonner vraiment le pouvoir in concreto au consommateur, je crois qu'il y a un travail de transparence, et on va y revenir. Hein. La transparence, ce n'est pas que le rôle des pouvoirs publics. C'est aussi le rôle des pouvoirs publics. Moi, je crois beaucoup, comme le disait Bertille, plutôt qu'aux taxes et aux subventions, aux normes. Le rôle du pouvoir politique, c'est de dire, écoutez, il y a 230 labels, maintenant on va faire un label. Ça existe, ça s'appelle le label produit biologique, AB. C'est unique en Europe, et au moins le consommateur sait que quand il achète du AB, c'est véritablement du AB. Donc premier point, le consommateur, oui, il a le pouvoir, encore faut-il qu'il ait de l'info. Je ne suis pas certain
qu'à l'heure d'Internet, où en effet on a 50 comparateurs de prix et 600 propositions de valeur, on puisse toujours comparer. Deuxièmement, le consommateur, moi je persiste à penser, en tout cas sur les sujets de développement durable, il est assez passif. Il est assez passif, d'ailleurs Maurice Lévy l'a dit tout à l'heure, c'est une contradiction entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, et c'est pas qu'une question de pouvoir d'achat. Moi je suis assez d'accord avec ça, c'est aussi une question d'imaginaire. Il faut lui donner envie. Il faut lui donner envie. Et à titre personnel, peut-être suis-je un peu naïf ou optimiste, je crois qu'en fait, il n'y a pas un acteur qui a la réponse. En fait, c'est une démarche collective où chacun doit jouer son rôle à sa place. La place de l'État, c'est de dire la norme. Typiquement, voilà ce qui est green et ce qui ne l'est pas. Si déjà on faisait cela, ça serait un grand pas. Éventuellement, dans des cas extrêmes, interdire ou bien taxer. À titre personnel, j'ai toujours pensé que la taxation verte pourrait être une TVA verte, pourrait être une option à discuter. Donc ça, c'est le premier outil. Mais il n'y a pas que l'État, il ne faut pas attendre tout de l'État. Moi, je crois beaucoup, en effet, aux initiatives d'entreprises. D'abord, on l'a dit, le challenge pour les entreprises, c'est comment faire du green pas trop cher. C'est possible, c'est difficile, mais c'est possible. On a évoqué des pistes. La piste du volume, la piste éventuellement de la NDD, moins d'offres, mais de manière plus épurée. Ça peut être en effet les nouveaux formats, le recyclage, le refill, etc. Mais c'est également, je pense, à la fin des fins, des nouveaux imaginaires. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. La responsabilité des publicitaires, des communicants, en particulier chez les enfants. Si vous voulez que demain, le consommateur achète green, il faut peut-être que la communication l'incite autrement que par la sanction. Moi, je crois beaucoup à l'idée du message positif. La transition verte, c'est pas forcément une punition, mais aux publicitaires, aux communicants d'inventer des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, mais toujours dans cette contrainte d'une relation de vérité, de transparence. Le consommateur est très très dur avec celui qui lui a menti. Je rejoins Maurice Lévy là-dessus, encore faut-il qu'il déniche celui qui lui a menti. Et pire que ça, le drame aujourd'hui, c'est que les bons élèves, c'est-à-dire ceux qui font vraiment un effort pour faire de la transition verte, paradoxalement, sont presque désavantagés du fait que vous ayez des acteurs qui ne jouent pas le jeu. Donc vous voyez, le problème du greenwashing, c'est un problème qui est assez important pour le consommateur, parce qu'au fond, ça punit paradoxalement les bons élèves. Donc je crois qu'à la fin des fins, si on veut vraiment que le consommateur change, il peut avoir le pouvoir, il faut lui donner plus d'infos, plus de transparence, plus de simplification dans les normes. Et je crois aussi que ce consommateur, il ne faut pas attendre tout de l'État. C'est une démarche qui associe État, entreprises, publicitaires, communicants, distributeurs, chacun dans son rôle, chacun à sa place. Mais à la fin des fins, le consommateur cherchera quand même du prix. Donc le challenge, c'est comment faire du green à un prix relativement accessible. Alors Fabien Roussel, on vous a vu réagir à ce qui a été dit, je vous ai vu prendre des notes pendant le débat. Vous nous avez exposé votre grand projet de société économico-social. Et donc, c'est vous qu'on veut entendre pour le mot de la fin, après ce qui a été dit, et pour faire suite à votre grand projet sur notre sujet du jour. Je n'ai pas présenté le projet de société. Non, mais j'aurais mis un peu plus de temps. J'ai juste dit que c'était une question de société, une question de choix de société. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont rebondi en disant qu'effectivement, il fallait partager une ambition commune, une ambition collective. Et je pense que c'est le cœur du sujet. Et que ça fait plusieurs années que l'on navigue un petit peu à vue, sans savoir où on va. Je vais vous raconter une anecdote vécue. Moi, un jour de semaine, je veux m'acheter une casquette à Paris et je vais dans un grand magasin sur les boulevards, sur plusieurs étages, les Galeries Lafayette. Allez, je balance. Je vais là-bas, je veux pour m'acheter une casquette et puis je cherche, je regarde toutes les marques et je cherche une casquette produite en France. Je vois Adidas, je vois Nike, The North Face, je ne vais pas toutes les faire. Elles sont chères. 50, 60 euros, et elles sont toutes produites en Chine. Quelques-unes au Vietnam, mais aucune en France. Terrible quand même. Alors je m'adresse à quelqu'un de la galerie, je dis mais vous n'avez pas de casquette produite en France, vous n'avez pas de produit français? Non, il n'y a pas de produit français. Mais je dis mais il n'y a rien de français, on peut pas. Vous n'avez pas un rayon des produits français, dans le textile ou... Ah ben si, non, il n'y a pas de rayon, mais là-bas, il y a une marque, c'est le slip français. C'est français. Bon, j'ai été acheter, pas des slips, des boxers, mais français. J'en avais besoin, je l'ai fait. Je ne me suis pas mis un slip sur la tête en sortant.
Mais je me suis dit, quand même, ça... Et je connais, et je l'ai fait parce qu'en plus, je connais l'histoire du slip français, et je vous rejoins, c'est qu'ils ont fait le choix de localiser la production en France, de produire du volume pour pouvoir baisser les prix. Bon, par contre, il faut acheter 4 boxers pour avoir un prix bas. Bon, comme c'est pour les volumes, je l'ai fait. Mais en racontant cette histoire, je l'ai racontée pendant mes meetings des élections européennes d'ailleurs. Parce que produire en France, ça fait partie du projet de société que l'on défend. Produire en France ce dont nous avons besoin, ce dont les Français ont besoin. Que ce soit dans le textile, les produits, les biens manufacturiers, etc., etc. Ça ne se décide pas d'un claquement de doigts, mais c'est un projet collectif, un projet de société à construire ensemble qui prendra du temps. Parce que derrière, il y a les questions de formation, de machines, et effectivement, c'est un grand projet à construire. Mais c'est faisable. Nous en avons cruellement besoin. À travers cette histoire de casquette que j'ai racontée dans mes meetings, je faisais la démonstration que même des produits comme ça, vendus en plus à 50, 60 euros. Enfin, si encore c'était produit en Chine pour pot de balle. Mais c'est même pas ça. En plus, ils se font des montagnes d'or dessus, les producteurs. C'est pas juste. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils doivent produire ces casquettes pour quelques centimes. Et puis nous, les Français, comme on se fait rançonner, on paye cher. Ça, c'est pas bien. Et donc là, je pense que cette responsabilité à mettre en œuvre, c'est d'abord celle-là. L'État peut agir, les entreprises, les groupes, les premiers quand même. Bon, à force de raconter ça dans les meetings, on est venu me voir, on m'a dit, si, Fabien, il y a une boîte qui fait de la casquette française. Donc je vous le dis, c'est Tranquille Émile. Et donc j'ai acheté ma casquette quand même française. C'est la marque Tranquille Émile. Donc je suis content. Elle est rouge en plus. Donc voilà. Donc comme quoi, tout n'est pas perdu. Donc j'avais et mon boxer et ma casquette. Mais vous savez, l'État a un rôle à jouer là-dedans. L'État a un rôle déterminant à jouer dans les 20 prochaines années au nom du défi climatique dont vous avez tous parlé. Et vous parlez de greenwashing, je parle de défi climatique parce qu'il ne suffira pas de repeindre en vert les murs de nos entreprises et de mettre un label sur les produits que nous vendons. Il faudra véritablement réussir à produire en France avec le coût carbone le plus faible ce que nous consommons. C'est valable pour l'agriculture, c'est valable pour les biens manufacturiers, c'est valable pour le textile. 75% des émissions de CO2 de notre pays c'est du CO2 issu des produits importés. C'est d'abord à cause de nos importations que nous avons un bilan de CO2 aussi catastrophique. Il y a des entreprises nationales, locales, qui produisent en France, qui font plein d'efforts, mais tout ça, c'est balayé parce que d'autres importent de l'extérieur ce que nous pouvons produire en France. C'est le coût de la casquette, c'est le coût des voitures. Hein. Vous avez parlé de la voiture, mais enfin Renault, la Dacia Spring populaire, il la fabrique en Chine quand même. Et bien là, moi je dis que ça, c'est un coup de canif dans le contrat républicain, dans le contrat écologique. Ce n'est pas acceptable de la part d'un groupe qui, en plus, Si. Ah si, elle est produite en Chine. La Dacia Spring. Si. Bon, on verra après. On verra. En tout cas, on a de la part de nos constructeurs, de nos producteurs, une responsabilité à imposer et l'État doit jouer un rôle. Et l'État doit jouer un rôle important à mettre, pas forcément à contraindre, à interdire et à construire ensemble. Et si je peux me permettre, je peux encore me permettre une minute, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, Gérard Mullier est très en colère contre une affiche du Parti communiste français où on avait écrit que Gérard Mullier paye moins d'impôts qu'une femme de ménage. Vous imaginez, il n'a pas été content. Donc c'était en pourcentage. Hein. Donc, il a cherché à me joindre, il m'a trouvé, on s'est vu, on s'est parlé. On a passé une après-midi incroyable à échanger. D'ailleurs, il m'accueille en me disant que c'est un chef d'entreprise que je connaissais, croyant, catholique, qui a fait beaucoup dans la région, et il se présente comme ça, et je lui dis, pour qu'on se mette à l'aise tout de suite, hein, je lui dis,
J'ai toujours pensé que Jésus, c'était le premier communiste. Il me répond, comme il a multiplié les petits pains, c'était aussi le premier capitaliste. Bon, je dis, écoutez, sur cette base-là, on peut se parler. Hein, on avait chacun un atout dans la poche. Et je venais le voir en lui proposant de participer à un fonds de financement économique pour nos entreprises régionales. Il y avait beaucoup de délocalisation. Et je lui ai dit, mais pourquoi l'État, la région, et je salue Xavier Bertrand parce que j'étais en compétition régionale avec lui à ce moment-là, pourquoi l'État, la région et les chefs d'entreprise et grands capitaines d'entreprise comme vous, pourquoi on ne mettrait pas tous au pot, public, privé, pour aider nos entreprises, investir, prêter à taux zéro, etc. etc. Et Gérard m'avait fait une réponse incroyable, il m'avait dit, mais monsieur Roussel, qu'est-ce que vous voulez que je mette de l'argent avec l'État? L'État qui, lui, aujourd'hui, me donne de l'argent alors que je n'en ai pas besoin et que je ne lui en ai pas demandé. Et à l'époque, c'était le CICE, le contrat impôt compétitivité emploi. Et il recevait 50 millions d'euros tous les ans au titre du CICE, alors qu'il n'en avait pas besoin. Alors bien sûr, il prenait. Mais il me dit, quel gabegie. Et l'État dépense bien mal son argent. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, nous, que l'État a un rôle à jouer, un rôle de définir l'ambition collective, de définir la trajectoire et de faire en sorte que l'argent public, son argent, soit utilement dépensé, efficacement dépensé, accompagner les entreprises, prêter à taux zéro, voire à taux négatif, pour permettre des investissements, pour relocaliser l'industrie, pour pouvoir former. L'État a un rôle important à jouer, mais pour accompagner, et c'est une partie du projet que nous défendons. Merci à vous. Merci à vous. Et je vois Nicolas qui s'approche. C'est pas bon signe pour nous. Ça veut dire que la discussion est arrivée au bout. On aurait pu continuer à en parler très longtemps, mais nous aurons d'autres occasions. Merci à tous.